Ce matin, je suis tombé sur une vidéo où le fils d'un des fondateurs du Hamas, un dénommé Mossab Hassan Youssef, s'exprimait devant le Parlement européen. Il est contre la création d'un État palestinien. Il critique non seulement les actions du Hamas, mais aussi tout l'argent versé, entre autres par l'Europe, à des divers groupes politiques, ce qui ne fait qu'attisser le conflit. J'ai trouvé tout ce qu'il disait super convaincant et super intéressant, et je voulais juste partager cette vidéo avec ma famille. Alors j'ai cherché une traduction en allemand et en français, mais je n'en ai pas trouvé. J'ai cherché même sur le site du Parlement européen, car normalement les discours sont souvent doublés, mais je n'ai rien trouvé. J'ai donc décidé de traduire ce discours plus ou moins en direct et de le mettre à disposition au grand public. Avant de commencer, rien n'est noir ou blanc, mais avant de soutenir des idéologues, nous devrions bien réfléchir. Si nos politiciens s'endettent, nous endettent, pour dépenser de l'argent au Moyen-Orient, ils devraient bien réfléchir. Oui, il n'y a probablement pas un seul pays en Europe qui a un excédent budgétaire. Bon, il y a quelques rares exceptions, mais aucun des grands pays vraiment a un excédent budgétaire. Donc tout ce qui est dépensé à l'étranger est donc de facto financé par la dette. Donc nous nous endettons pour injecter de l'argent dans d'autres parties du monde. Si nos politiciens dépensent l'argent de nos enfants et de nos petits-enfants, ce qui compromet ainsi leur avenir, ils devraient au moins avoir de très bonnes raisons. Alors ma question, est-ce que c'est vraiment dans notre intérêt, dans l'intérêt de nos enfants, de financer un conflit presque insoluble au Proche-Orient? En tout cas, M. Youssef Hassan Mossab, le fils d'un des fondateurs du Hamas, dit en tout cas que notre argent ne permet pas aux enfants de la région palestinienne d'avoir un meilleur avenir, mais qu'il encourage au contraire le terrorisme là-bas, et aussi en Europe, avec notre argent. Et maintenant voilà le discours. Merci d'avoir pris le temps de me recevoir, de m'écouter. Je vois que beaucoup de membres sont absents. Je pensais que ce serait une super occasion de partager des expériences de première main. Je ne suis rien d'autre qu'un témoin oculaire. Et il semble que beaucoup de gens veulent prendre des décisions au nom des enfants du Moyen-Orient sans les écouter, sans entendre un seul enfant concerné par ce conflit. Il n'est pas important d'avoir quelqu'un qui a vécu cela lui-même pour partager ses expériences de première main et les informations de première main. Comme ça, quand ils prennent des décisions pour nous et pour les enfants du Moyen-Orient, ils ne font pas d'erreur. Par exemple, en finançant des criminels pendant des décennies avec des fonds publics, ce qui a encouragé le terrorisme et le chaos qui nous a emmenés à ce niveau de destruction et de barbarie. Et bien sûr, aucun d'entre eux n'assumerait la responsabilité. Ils veulent rester confortablement assis et décider pour cette génération et les générations futures. Ils ne se soucient pas de venir nous écouter pendant une demi-heure, mais que pouvons-nous y faire? Cela fait partie de cette guerre, une guerre des récits. Il n'y a qu'une seule vérité, mais beaucoup ont été compromis par l'argent du Qatar. Oui, par l'argent du Qatar, l'argent du pétrole
arabe, l'argent musulman. Et ils ont servi plusieurs maîtres. Et quand on sert plusieurs maîtres, ça veut dire qu'ils n'ont pas de vérité. Je suis né en 1978. J'avais seulement 10 ans quand la première intifada palestinienne a commencé. Mon père était un des fondateurs et ma famille m'a appris que j'étais palestinien. Mais ils ne m'ont jamais dit pourquoi j'étais palestinien. Aujourd'hui, des millions de personnes pensent qu'elles sont palestiniennes en tant que groupe ethnique, mais en réalité, elles ne sont pas. Et on a des dizaines de millions de personnes dans le monde entier qui disent « Libérez la Palestine, alors qu'en réalité, la Palestine n'a jamais existé. Sauf en tant qu'entité coloniale contre les peuples autochtones du pays. Je ne dis pas qu'il n'y avait pas d'Arabes dans cette région. Mais une raison quelconque, les Arabes ont été autorisés à venir avec leurs caravanes de toute l'Arabie, qui était sans frontières politiques, pour venir et profiter du mandat britannique sur la Palestine. Mais les Juifs, eux qui ont subi l'Holocauste et le nettoyage ethnique, d'abord par l'Empire ottoman pendant environ 400 ans, puis par le nettoyage ethnique en Europe et enfin l'Holocauste, n'avaient pas le droit de fuir par bateau et d'échapper l'enfer du nazisme pour trouver un endroit sûr où survivre. Ça, c'est un crime. Ça, c'est du colonialisme. Mais pour tous les envahisseurs arabes et musulmans qui sont venus pour profiter et qui n'avaient aucun lien avec le pays, là, c'était légitime. Dois-je donc croire que je suis palestinien? Qu'est-ce qui fait qu'un Palestinien est palestinien? Personne n'a la réponse à cette question. Qu'est-ce qui le différencie d'un Égyptien ou d'un Jordanien? Ce n'est pas une race humaine, ce n'est pas une langue distincte, ce n'est pas une religion. Ce n'est rien d'autre qu'une idéologie violente fondée comme un mouvement hostile pour détruire le peuple juif de ce pays. La tentative islamique, et j'insiste sur le mot islamique, continue de tuer le peuple juif. C'est ça qui nous a amené à cette dimension idéologique que beaucoup d'entre nous refusent d'admettre. Pourquoi? Parce qu'il y a 2 milliards de musulmans dans ce monde et on ne veut pas les énerver. C'est pourquoi la plupart d'entre nous font l'autruche et nient la réalité, même si le Coran et les hadiths affirment qu'il s'agit d'une croyance islamique fondée sur des sources islamiques fiables. La fin des temps ne viendra pas et le Mahdi, le sauveur des musulmans, ne reviendra pas tant que les musulmans n'auront pas exterminé tous les juifs, non seulement en Israël, mais dans le monde entier. Ce n'est pas juste une erreur humaine. Ils agissent ainsi en conséquence. C'est une législation réelle qui fait croire à beaucoup de gens qu'Allah leur a donné le pouvoir de punir le peuple juif. Au début, Allah a choisi le peuple juif, c'était ses élus, mais à cause de leur désobéissance, Allah a voulu punir le peuple juif. Et maintenant, les musulmans agissent comme l'épée d'Allah sur terre pour punir le peuple juif. Et tous les non-musulmans qui ne se soumettent pas à l'islam en même temps. Ça, c'est la loi islamique.
Et tous ceux qui essayent de vendre à l'Occident une version pacifique de l'islam sont des menteurs et leur affirmation est sans fondement. Bon, c'est trop controversé et je ne suis pas venu ici pour parler de l'islam, mais c'est vraiment important de comprendre ça comme base de ce conflit. Parce que si on veut vraiment trouver une solution, on doit comprendre la dimension du conflit. Et la dimension idéologique de ce conflit est, à mon humble avis, la plus importante. J'ai donc été façonné, endoctriné en tant que musulman, puis en tant que palestinien, et je pense que ces deux identités sont fausses. Ils nous ont privés de notre individualité quand on était enfant. On est nés comme des enfants libres de la terre, des enfants du divin. Ils nous ont donné une fausse identité. Ils ont dit, vous êtes désormais palestiniens, battez-vous pour cette identité, elle est si importante pour vous. Et qui a créé ça? Un escroc égyptien, né en Égypte avec un accent égyptien et qui s'appelle Yasser Arafat, un terroriste mondial qui voulait mondialiser l'intifada, détourner des avions commerciaux et faire exploser des athlètes aux Jeux olympiques de Munich. Et on pourrait continuer encore et encore avec le terrorisme mondial palestinien comme moyen de gain politique et financier. Il n'a jamais été là-bas. Il n'y a aucune preuve avec l'acte de naissance égyptien. Et c'est le père de la révolution palestinienne, la révolution la plus corrompue de la planète, qui se fiche des enfants arabes ou juifs de cette région. Sachez que mon appartenance ethnique n'est pas palestinienne. Nous sommes des Arabes de Judée, Samarie. Ça, c'est un groupe ethnique. Ça, c'est l'ethnicité. Mais Yasser Arafat ne voulait pas qu'on aille à l'école. Et c'est pour cela, lorsque la première intifada palestinienne a commencé en 1987, des hommes masqués sont venus jusqu'à notre école et nous ont demandé de quitter l'école pour aller au point de contrôle et jeter des pierres sur l'armée israélienne. Pour Yasser Arafat, c'était super malin de payer quelques types masqués, donc on ne savait pas qui ils étaient, pour qu'ils viennent à l'école et envoient les enfants au point de contrôle pour se faire tirer dessus ou au moins affronter un char israélien avec une pierre. Cette image a attiré l'attention du monde entier et plein de gens ont vu le courage d'un gamin qui jette une pierre sur une machine de guerre moderne. Du coup, beaucoup ont sympathisé avec Yasser Arafat et son mouvement et l'ont financé. Et Yasser Arafat est devenu accro au pouvoir, à la gloire, à l'argent et au prestige, et c'est devenu son jeu. Il a tué ses rivaux politiques. C'est autoproclamé chef de la révolution et il a amassé des milliards de dollars. D'où venait cet argent? Du pétrole arabe et des pays européens qui le finançaient pour le faire taire. Voilà le jeu. Plus on donne d'argent à cette révolution corrompue, plus des enfants sont sacrifiés, pas seulement les enfants juifs, mais aussi des enfants arabes. Et bien sûr, les Occidentaux ne peuvent pas comprendre une culture prête à sacrifier ses propres enfants. Mais je vais vous donner un exemple. Quand mon père a dû choisir entre son idéologie, son Allah hypothétique qu'il vénère, et son fils,
Il a choisi la cause de préserver et de protéger son image publique dans laquelle il s'est investi pendant plus de 60 ans. Une fausse identité de Palestiniens et d'islamistes. C'est pas ce que je suis, et c'est un choix de connaître mes racines en tant qu'enfant du divin, enfant de l'univers, enfant de la terre. Aujourd'hui, je choisis l'intérêt supérieur de l'humanité et non l'intérêt de la tribu. Que ce soit les Palestiniens ou autres, qui s'en soucient. Et combien d'enfants sont-ils prêts à sacrifier pour cette idéologie malade? Aujourd'hui, nous avons tellement de manifestations en Occident qui crient haut et fort « Liberté, liberté pour la Palestine » et qui abandonnent les otages comme ça. Bien sûr, quand il y a une prise d'otages, l'humanité devrait s'unir pour libérer les otages. C'est la chose la plus logique à faire. Ils nous représentent tous, c'est juste des civils qui ont été enlevés dans leur jardin, dans leur salon, des bébés, des enfants, des personnes âgées, des survivants de l'Holocauste. Principalement les agriculteurs issus d'une communauté libérale qui croyait vraiment à la coexistence et la paix. Et tout à coup, le monde entier se réunit pour trouver un concept qu'ils choisissent, un concept qui passe avant l'humanité. C'est tellement évident que notre crise consiste à libérer les otages et à sauver les enfants de ceux qui ont kidnappé toute une communauté et qui ont piégé l'une des régions les plus peuplées du Moyen-Orient pour tuer des civils à des fins politiques et financières. Mais pour une raison quelconque, beaucoup d'entre nous sont confus et ont une idéologie, un concept, et qui prime du coup sur l'humanité. Et bien sûr, ils prétendent d'avoir la supériorité morale. Ils parlent tous au nom des enfants, des victimes de ce conflit. Mais comment peut-on parler au nom des enfants sans condamner le Hamas? D'un côté, ils soutiennent la résistance et disent que c'est une résistance légitime contre l'occupation, mais on leur dit que la Palestine n'a jamais existé, que ce n'était jamais un pays et que ce n'est pas un peuple. Et si ça n'existe pas, comment peut-il y avoir une occupation? Normalement, on occupe quelque chose qui est un pays, un groupe ethnique, une nation. Mais qu'est-ce qui est occupé là? Quelque chose dans l'air, un concept qui n'a jamais existé? En fait, Israël a lutté contre le colonialisme. Ils ont payé de leur sang et ont obtenu leur indépendance en 1948. Seul le peuple juif a lutté contre le colonialisme. Et avant les Britanniques, il y avait l'Empire ottoman qui a en gros conquis toute la région, et c'est tout. Il n'y a pas de Palestine entre une entité coloniale qui existait de 1918 à 1947 ou 1948, soit environ 25 ans d'existence. Alors, pourquoi tous les Palestiniens pensent-ils qu'ils ont cette entité ou qu'ils l'ont héritée? Eh bien, à l'époque, le peuple juif était aussi appelé palestinien.
Tous les habitants de cette région avaient un passeport palestinien. Les juifs, chrétiens, arabes, juifs, toutes les ethnies. Qu'est-ce qui rend les Arabes uniques pour cette identité? C'est de la folie. Et tant de gens y croient. Tant de croyants. Et c'est à ça qu'on est confronté. Ils ont donc inversé le récit et on n'a pas besoin de remonter loin dans le passé. On peut simplement regarder notre vie depuis le 7 octobre. Des sauvages ont détruit la barrière et ont envahi des communautés pacifiques. Ils ont anéanti plus de 20 communautés pacifiques en fonction de leur religion, de leur appartenance ethnique et de leur race. Et c'est exactement la définition du génocide. Le génocide, ce n'est pas défini par un décompte pour dire que si on tue plus de 5000 personnes, c'est un génocide. Non. Le génocide se définit par la raison pour laquelle les gens ont été tués. Et les seules personnes qui ont été tuées à cause de leur religion et de leur appartenance ethnique, ce sont les Juifs. Les victimes à Gaza ne sont pas tuées à cause de leur religion ou de leur origine ethnique. Il s'agit de dommages collatéraux dus au manque de responsabilité de leur propre gouvernement. Tous ceux qui disent que ce qui se passe à Gaza est un génocide parce que tant de personnes ont été tuées contredisent la définition et la réalité. Israël a fait tout ce qu'il pouvait pour réduire au minimum le nombre de victimes civiles en informant les gens 2 semaines à l'avance de ses plans militaires pour évacuer cette zone. Tandis que les terroristes s'enfuient avec les civils en s'habillant comme les femmes et les civils. Pour tous ceux qui ont un peu de bon sens, c'est clair que les terroristes essayent d'augmenter le nombre de victimes civiles. Mais ce n'est pas tout. Ils exagèrent et mentent aussi sur les chiffres. Ensuite, les organisations humanitaires, les Nations Unies, le Parlement européen et tous les autres ont pris pour argent comptant l'inversion et les mensonges du Hamas, alors qu'ils n'étaient pas sur place, qu'ils n'ont pas recompté les chiffres et qu'ils n'ont ni certificat de naissance, ni certificat de décès. Mais d'une manière ou d'une autre, ils disent qu'il y a 40 000 victimes. Même si c'était vrai, pourquoi sont-ils surpris? Qui en a autant dans les zones les plus densément peuplées où les terroristes ont pris le contrôle des écoles, des hôpitaux, des mosquées, des églises et de tous les lieux saints? Ils n'ont même pas laissé un seul endroit sûr aux civils et depuis le début de la guerre. Je dis, évacuez les civils, faites pression sur l'Égypte pour qu'elle ouvre la frontière, afin que les civils les plus vulnérables puissent fuir. Et ensuite, on entre et on élimine ce cancer, parce qu'on ne peut pas se permettre une autre guerre à Gaza. Ce n'est pas la première guerre à Gaza, c'est la 5e. Et à chaque fois que les terroristes ont sacrifié des civils, on les a récompensés avec de l'argent, du pouvoir et de la légitimité, de sorte qu'ils sont revenus plus forts après chaque guerre. Et dans cette dernière guerre, ils ont doublé, triplé cette pratique maléfique et maintenant, ils s'attendent de l'Occident, du monde libre, qu'ils se mettent à genoux et les supplient de ne pas blesser les enfants et nous vous donnerons tout ce que vous voulez. Vous voulez un État palestinien? On vous donne un État palestinien, même si c'est au détriment de la démocratie
déjà établie, qui n'est pas seulement une démocratie pour le peuple juif, mais aussi pour les musulmans, les arabes, les juifs, les chrétiens, toutes sortes de personnes. Nous avons donc maintenant des gouvernements qui font pression sur Israël, qui accusent Israël, qui délégitimisent l'Israël, sans se rendre compte que c'est le jeu du Hamas et des Palestiniens qui effectivement consiste à délégitimiser Israël, à discréditer Israël, à criminaliser et diaboliser Israël, alors qu'en réalité, ce n'est pas vrai. Plus nous les croyons, plus nous serons divisés. Car je ne pense pas qu'une quelconque puissance dans le monde puisse pousser Israël à mettre en danger sa sécurité et l'avenir du peuple juif. On sait tous que c'est une ligne rouge. Comment peut-on donc pousser Israël à faire l'impossible, à savoir renoncer à sa sécurité et à son territoire et à les céder à des fous, à des psychopathes irresponsables en leur disant « Tenez, prenez le pouvoir, prenez l'argent, et quand vous le souhaitez, vous pouvez simplement envahir notre pays, prendre des otages et tuer notre peuple. » Aucun dirigeant israélien ne peut se permettre ça. Si j'étais le dirigeant d'Israël, je n'accepterais pas ça, même si ça signifiait des sanctions totales et absolues de la part du monde entier. Sans parler du fait que Israël est une superpuissance. Une superpuissance. Alors, pourquoi mettre une superpuissance, un système démocratique, dans une position difficile sans que ça profite à personne, au profit de bandes politiques qui n'ont même pas une direction, des dirigeants légitimes. Leur plus grosse crise, c'est qu'ils n'arrivent même pas à se mettre d'accord sur une direction. J'aimerais bien que ce soit juste un serpent avec une tête avec laquelle on pourrait essayer de discuter. Mais il y a 99 têtes. Donc ça ne nous mène nulle part. Mais bien sûr, beaucoup d'entre nous se demandent quelle est donc la solution, et je ne suis pas là pour brosser un tableau très sombre, mais nous devons comprendre la réalité de la situation. Et c'est pour ça que je vous parle de plusieurs dimensions, et ce n'est pas la fin de l'histoire, c'est juste la partie émergée de l'iceberg de ces 1400 ans de haine envers les Juifs. Et je pense que tant qu'Allah est considéré une autorité légitime et tant qu'Allah voudra que les Juifs soient tués, il y aura plein de gens qui s'en prendront aux Juifs. Et si nous, chrétiens, bouddhistes, hindous, athées et le reste du monde, si on ne se rassemble pas, réalisons qu'on a une majorité religieuse qui est déterminée à tuer une minorité religieuse, si on ne comprend pas que c'est ça la situation réelle, alors ils vont tous nous exploiter. Si on les laisse tuer le peuple juif aujourd'hui, demain, il y aura un autre problème. Peut-être que la prochaine fois, ce ne sera pas la Palestine, mais ça pourra être Andrsia, l'Inde, parce que l'Inde est aussi un pays musulman, selon la loi islamique, et que les musulmans doivent se battre jusqu'à ce qu'ils aient libéré ce territoire islamique. Chaque mosquée dans le monde est un territoire islamique. Et je vous mets au défi d'essayer de fermer une mosquée en Europe. Surtout vu qu'on me mélange religion et État, ou mosquée et État, ou au moins il ne les sépare pas. C'est ça le challenge, le défi. Et c'est là qu'ils contredisent un principe fondamental des constitutions occidentales, ou de la plupart des constitutions occidentales, selon lequel personne n'est au-dessus de la constitution civile. Mais Allah et la mosquée, ce sont deux autorités au-dessus
de celle-ci. Et les musulmans ne font pas de distinction entre la mosquée et l'État. Maintenant, ils enfreignent les lois. Et vous, en tant que législateur, vous essayez de dire que cette mosquée a enfreint la loi et qu'on veut la fermer. Alors ils se mettent soudainement en colère, ils ont une raison, une cause, et pour devenir violents et se rallier tous à leur cause, tout comme on le voit, comme les voit en colère dans les rues pour la Palestine, qui n'existe pas. Même au point où un idiot dans la rue qui brûle un Coran, il se retourne contre toute la nation, contre le gouvernement, contre les diplomates du monde entier. Ils boycottent, ils s'actionnent, ils protestent. Et si on essaie de leur dire que c'était juste une seule personne, et que c'est sa responsabilité individuelle, et pas celle de tout le peuple du pays, mais ils insistent sur la violence, par l'épée et l'intimidation. C'est ça, l'approche islamique. Je sais que je prends beaucoup de temps, j'essaie d'en finir. Merci pour votre patience. Donc la situation en Andresia, Inde, pourrait être la prochaine. Et nous assistons tous à l'invasion islamique moderne. Beaucoup ici sont de gauche, ou disent qu'ils sont des libéraux, des démocrates, ils veulent l'égalité des droits, et on leur dit simplement, mais qu'est-ce qu'on dit de l'égalité des responsabilités? Les citoyens honnêtes font preuve de responsabilité, c'est pour ça qu'ils ont les droits égaux. Mais les criminels, les terroristes, les envahisseurs, les clandestins n'ont fait preuve d'aucune responsabilité. Alors pourquoi devraient-ils avoir droit à l'égalité des droits? Que faisons-nous des criminels qui enfreignent les lois? Est-ce qu'on ne les met pas en prison et ne leur retire-t-on pas tous leurs droits? Du coup, on ne leur accorde que les droits humains les plus fondamentaux dans une cellule. Pourquoi? Parce que ce sont des criminels. Pourquoi on ne leur donne pas les mêmes droits que les citoyens qui font preuve de responsabilité? Voilà, ils n'ont pas droit aux mêmes droits. Voilà. Sinon, c'est une autre histoire. Donc, n'oubliez pas que Andresia, l'Inde, et la Palestine ont des concepts très similaires. Si le Hamas et les Palestiniens réussissent à faire pression sur le monde pour qu'ils puissent réaliser leur Palestine, ce que je ne pense pas être possible, alors il y aura un autre concept, un autre nom, une autre cause, une autre raison de colère pour justifier leur violence. Et je ne veux pas avoir ça. Je dis que c'est leur liberté d'être musulmans, mais gardez l'islam à la Mecque. Gardez la mosquée à la Mecque. Ici, en Occident, je ne veux pas voir que l'Occident devienne un continent islamique. J'adore la diversité. Quand je viens en Europe, je veux sentir que c'est l'Europe. Et si les gens qui aiment tellement la Mecque et vénèrent la pierre, pourquoi ne déménagent-ils pas simplement à la Mecque? Et pourquoi ils ne restent pas là-bas, où les femmes n'ont pas de droits, où leur société ne donne aucun droit aux femmes, où elles sont considérées de la propriété? Et si on ignore la moitié de la société, qu'est-ce que c'est une société sans femmes? On tue toute la créativité. Puis il y a l'oppression sexuelle, et l'oppression sexuelle mène automatiquement à la violence et au terrorisme. C'est un lien psychologique. Ensuite, ils sont attirés par l'Occident. Pourquoi? Parce qu'ils y voient la liberté. Les femmes sont libres. Donc, la société est libre et plus saine. Donc, ils viennent donc attirés par ces libertés, mais ensuite, ils veulent tout transformer en Mecque, où les non-musulmans ne sont même pas autorisés à entrer dans la ville. Je ne veux pas leur dire où est leur tolérance, mais où sont les temples?
Où sont les synagogues? Où sont les églises? Est-ce que ça existe à la Mecque? C'est trop demandé. Disons qu'on ne veut pas leur donner des grandes responsabilités et des grandes tâches pour se montrer, mais au moins, pourquoi vous ne laissez pas les non-musulmans entrer dans la ville de la Mecque? Il y a des énormes panneaux à l'entrée de la Mecque. Ils disent musulmans et non-musulmans, 2 chemins libres. Voilà leur approche. C'est ça leur tolérance. Ils pourraient demain faire la même chose ici, en Europe et partout dans le monde. Nous devons donc être conscients. Nous devons être conscients des fondements de ce problème afin de pouvoir proposer de bonnes solutions. S'ils veulent prier dans la mosquée, c'est d'accord, mais ils doivent séparer la mosquée et l'État. S'ils veulent prier, ils ont la liberté de le faire, mais on ne veut pas voir de rassemblements politiques au nom de l'islam où des milliers de personnes prient et font des déclarations politiques. C'est une violation claire. S'ils veulent prier, qu'ils ferment leurs portes, c'est leur dévotion, c'est leur relation entre eux et leur Dieu, entre eux et leur Allah. Ça ne me pose aucun problème. Mais n'intimidez pas les gens avec vos prières. Et j'en arrive à la conclusion qu'il pourrait y avoir une solution similaire à celle du Vatican. Vous savez, le Vatican n'a pas de frontières et c'est un État très puissant qui n'a pas de grande armée. Il n'a pas besoin de grandes armes. Et ce modèle pourrait être mis en œuvre dans les territoires palestiniens, disons en Cisjordanie. Au lieu que l'Union européenne mette son argent dans des gants et des politiciens corrompus qui vont à l'encontre des enfants, des intérêts des enfants, des gens et de l'avenir de cette génération et des générations futures, on devrait plutôt investir notre argent dans l'éducation. Ça doit être soumis à des conditions. On peut aussi investir dans l'économie et améliorer la vie de cette génération en investissant directement dans les gens. Nous ne voulons pas d'un État palestinien dans un avenir proche. Les enfants se fichent de ces entités politiques. Ils se soucient seulement de ce dont ils ont besoin. Ils ont besoin d'un environnement pacifique, ils ont besoin de dirigeants responsables qui ne les maltraitent pas et ne les endoctrinent pas. Tant qu'on laissera tomber les enfants au profit de ces criminels, le conflit au Moyen-Orient continuera pour toujours. Et je pense que toutes les tentatives visant à faire pression sur Israël pour qu'ils renoncent à leur sécurité et à leur liberté au profit de ces bandes politiques n'aideront pas non plus la situation. Merci pour votre patience, merci de m'avoir donné cette tribune. Je vous apprécie beaucoup et j'espère qu'ensemble nous pourrons changer les choses. Merci. Bon, c'était dur à traduire. Même si j'ai pu préparer un peu la chose grâce à la transcription. J'espère que ça t'a aidé de mieux comprendre le fils d'un des fondateurs du Hamas qui a tourné le dos à toute cette merde. Et donc d'ailleurs beaucoup réclament la mort. Hein. Vraiment, c'est un homme super courageux. Et c'est un truc de dingue, non? Je veux dire, quand un initié qui connaît bien la situation nous prévient que notre ingérence risque d'avoir en fait l'effet inverse désiré, s'il nous avertit assez clairement que notre politique actuelle va transformer notre continent en une sorte de deuxième Gaza, alors je pense qu'on ferait bien de l'écouter. Bon, c'est une vidéo plutôt atypique pour cette chaîne, mais souvent ici on parle de liberté, d'autonomie, d'amour de la vie elle-même, souvent à travers des plantations, des forêts comestibles, des maisons autonomes. Et je vois toute cette liberté menacée chaque fois qu'un idéologue place une cause ou un groupe au-dessus de l'individu libre. Et donc, peu importe qu'il s'agisse d'un fascisme, d'un communisme, d'un islamisme, ça m'est égal. On doit tous défendre notre liberté individuelle.
Un groupe de personnes, un peuple, un pays n'est libre que si les individus qui y vivent sont libres. Si tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à la liker et à t'abonner à la chaîne. Et dis-moi surtout ce que tu en penses dans les commentaires. Et d'ailleurs, si tu sais ce que c'est cette Andressia, dans la transcription, ça ressemblait à Inde. Et puis une IA m'a dit que ça pouvait être l'Andalousie, donc le prochain pays islamique ou territoire qui pourrait être revendiqué comme une nouvelle Palestine par la suite. Si tu le sais ce que c'est cette Andressia, dis-le moi dans les commentaires. Je serai ravi. Merci beaucoup d'avance.